Eh bien, on va vous proposer de commencer tout de suite avec l'intervention. Donc, vous l'avez vu hein, sur le programme, je l'avais affiché. On a la chance d'accueillir donc euh, Christelle Raillard de l'Agence régionale de santé pour nous présenter un peu qu'est-ce qu'un polluant émergent, qu'est-ce qu'un pesticide, etc. Quelle est la réglementation actuelle et puis peut-être aussi quelle est la réglementation à venir. Et ensuite, nous aurons le témoignage de deux collectivités, donc la communauté de communes autour de Chenonceau-Bléré, qui nous présentera un peu un outil assez classique sur les territoires, cet outil technico-économique proposé par l'Agence de l'eau. Donc voilà comment une collectivité le met en œuvre sur le captage de l'air Ponty-Bléré et l'intervention de l'agglomération de Bourges Plus, Magali Santini, qui évoquera un peu plus avant les questions que se pose une collectivité face à cet enjeu et les questions qui se posent aujourd'hui, les questions de demain. Voilà, donc je vais laisser la parole à Christelle. Je vais afficher Christelle L'Esprit, je vais afficher le diapo. Donc, n'hésitez pas à intervenir en cours de présentation si vous le souhaitez. Sinon, les échanges se font plutôt à l'issue de chaque présentation. Mais vous pouvez tout à fait interrompre sans problème l'intervenant si vraiment il y avait une question liée à l'instant. Euh, je vais passer en mode plein écran. Voilà, ça doit être bon pour vous. Oui, bonjour, je me présente, Christelle Raillard, référente au potable au loisir à l'ARS Centre Val-de-Loire, à la délégation départementale du Cher, donc à Bourges. Cécile m'a demandé de faire une petite présentation concernant les polluants, la thématique des polluants émergents, également avec la réglementation actuelle qui en découle. Donc euh, Petite définition, on va commencer. Alors, je vais essayer d'être le plus simple possible parce que si on veut être purement réglementaire, c'est vrai que c'est très pointu. Je vais essayer d'être la plus vulgarisante possible et la plus simple possible, tout en apportant toutes les précisions nécessaires à ces thématiques. Donc, on va commencer par une définition des polluants émergents. Donc, on peut passer au slide numéro suivante, s'il te plaît, Cécile. Oups, voilà. Alors, ce sont des substances chimiques synthétiques ou naturelles qui ne sont pas surveillées et qui sont présentes dans l'eau. Les produits chimiques, ça peut provenir de produits chimiques industriels, des pesticides, des métaux, des tensioactifs, des produits pharmaceutiques, des antibiotiques, des cosmétiques, des hormones et des PFAS. Et puis d'autres molécules que on n'a peut-être encore pas déterminées actuellement. Mais voilà, ce sont toutes les molécules qui, entre guillemets, qu'on ne suivait pas et qui sortent dues à l'activité humaine, on va dire. Alors, ces polluants, ce ne sont pas des nouveaux composés chimiques, mais qui sont présents depuis un certain temps dans l'environnement, mais dont on n'a pas compris leurs effets ni leurs impacts, mais que très récemment. Les données, les données sont rares et d'où une harmonisation et une gestion qui n'est pas encore tout à fait, on va dire, calée au niveau européen et encore moins au niveau français. D'où une difficulté de décision quant à leur gestion s'ils sont présents, qui peut être encore, on va dire, qui est en train de se caler. Ces polluants émergents sont liés, leur émergence est liée à l'évolution des pratiques industrielles, à nos modes de consommation, aux technologies, ce qui rend leur surveillance et leur réglementation complexes. Ça veut dire qu'on avance, comme on dit, on avance avec la science et des fois, on court un peu après. Donc on avait dit que ça vient de diverses sources, de l'industrie, de l'agriculture, de l'émission de nos véhicules et des produits de consommation.
Alors, la limite de détection de ces polluants est le plus souvent limitée par les méthodes analytiques des laboratoires qui doivent s'adapter au plus vite pour répondre à la réglementation, parce que ce sont de nouvelles molécules et les laboratoires auxquels on s'attache pour réaliser ces analyses, ce sont des laboratoires agréés et qui sont réglementés, assujettis au COFRAC, à une habilitation COFRAC. Donc, à chaque fois qu'on ressort des nouvelles molécules, les deux laboratoires doivent s'adapter, doivent obtenir l'accréditation pour avoir le droit d'analyser ces molécules et en plus doivent s'adapter en fonction de la limite de qualité qui est définie dans la réglementation. Des fois, ils peuvent trouver une molécule, mais les techniques sont pas encore assez basses pour obtenir des limites satisfaisantes à la réglementation. Donc, c'est sûr que c'est un travail, on court un peu après tous la même chose, avoir une connaissance de la qualité de l'eau la plus performante possible, mais des fois la technologie ne va pas assez vite et ça peut être limitant. Donc Cécile m'a demandé de faire un focus concernant les pesticides, mais je lui ai proposé également, vu que c'est aussi dans l'air du temps, de faire un petit focus sur les PFAS aussi. Donc, les pesticides, bon, comme vous le savez tous, c'est utilisé en agriculture, dans les jardins. Ça peut être transporté dans l'air sous forme de particules ou de vapeur. Dans les PFAS, ce sont des substances chimiques qui ont été utilisées, qui sont utilisées toujours dans de nombreux produits de consommation, dans des revêtements anti-adhésifs, ça on en a beaucoup entendu parler dans les médias, dans les emballages alimentaires, dans les textiles imperméables, dans les mousses ignifuges et bien d'autres. Et on les appelle des polluants éternels parce que ils sont persistants dans l'environnement et ils ont une suspicion d'effets néfastes sur la reproduction, le développement et l'application dans la faune sauvage. Alors, ces molécules, le ministère ne nous demande pas de sortir du chapeau comme ça, de suivre ces molécules. C'est l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui au cours d'études exploratoires détecte leur présence et définit leur dangerosité. C'est-à-dire que l'ANSES, elle fait des prélèvements de façon aléatoire, on va dire, elle se focalise quand même sur certaines molécules sûres ou les grosses collectivités ou à des endroits dont on sait qu'il peut y avoir une entreprise et une activité, on va dire, industrielle qui pourrait relarguer certaines molécules. Et donc, elle se focalise à des endroits et elle fait des analyses exploratoires. Donc, elle fait des prélèvements à divers endroits et recherche une molécule. Leur laboratoire est situé à Nancy et en fonction de la conclusion de ces études exploratoires, propose donc au ministère d'inclure des nouvelles molécules au sein du contrôle sanitaire. Et donc, suite à ça, il faut, comme je vous l'expliquais précédemment dans la précédente slide, il faut mettre en place à l'ARS, il faut qu'on mette en place la demande au sein de nos laboratoires agréés pour qu'ils se mettent en ordre de marche et qu'ils puissent réaliser les prélèvements adéquats. Donc, on va passer à la réglementation actuelle. Donc, je vais faire le focus, comme je vous l'ai dit, sur les pesticides et les PFAS. Voilà. Donc, on a eu une publication des textes de la transposition de la directive européenne des eaux de consommation fin 2021 avec un échelonnement de leur application. Et notamment sur le focus qu'on veut faire sur les pesticides et les PFAS. Les pesticides et leurs métabolites, la directive nous demandait de mettre en place les analyses dès 2022. C'est ce qu'on a fait. Et pour les PFAS, à partir de 2026. On verra qu'on a un petit peu, on a commencé à réaliser les PFAS dès cette année. Mais ça, je l'expliquerai quand je ferai le focus sur les pesticides et leurs métabolites. Sur les PFAS, pardon. Donc, comme je vous dis, la liste des pesticides qu'on suit dans le contrôle sanitaire est mise à jour
pratiquement annuellement en fonction des nouvelles molécules et souvent les molécules qui sont trouvées et souvent suite aux campagnes exploratoires de l'ANSES. On verra, notamment en septembre 2023, on a inclus le chlorothalonil, alors c'est barbare, hein, R47-1811 et R47, 41-78-88, et la chloridazone desphényl au contrôle sanitaire. Elles ont été incluses dès septembre 2023 parce que l'ANSES, au cours de sa campagne, avait montré une présence majeure en France. Alors, dès le départ, l'ANSES a déterminé qu'il y avait une grosse quantité de ces molécules et automatiquement, elle a mis ces molécules dans la case, on va dire, pertinente. C'est-à-dire que c'est des molécules qu'il ne faut pas rechercher avec des limites de qualité basse, automatiquement. Et en avril 2024, l'ANSES a déclassé une des deux molécules du chlorothalonil, le R47-1811, en non pertinente, mais a maintenu la pertinente on va dire de son frère, le 41-78-88. Mais je vais vous expliquer la différence de gestion entre les pertinents et les non pertinents. Donc, je refais un petit focus concernant l'ANSES. Comment elle fait la différence entre pertinent et non pertinent? C'est-à-dire, en fonction des données qu'elle a en sa possession, elle va tester les molécules, on va dire, par exemple, la 47-1811, là, du chlorothalonil. Elle va tester sa dangerosité du point de vue de génotoxicité, cancérogène, sur des cas de problématiques de reproduction, de perturbations endocriniennes, et puis si ça a été utilisé dans les traitements EDCH. Et en fonction de oui, non, elle va déterminer si la molécule est dite pertinent, donc elle peut avoir un impact flagrant aussi bien sur un des deux, hein, au niveau génotoxicité, cancérigène. Il suffit qu'il y en ait un qui soit entre guillemets positif pour qu'elle classe cette molécule comme étant non pertinente. Et c'est tout n'est pas, elle le classe comme étant non pertinent. EDCH, distribué, c'est les eaux potables. On va résumer comme ça, c'est les eaux potables. Je réponds à la question. Voilà. Donc, voilà, elle fait une étude en fonction des données qu'elle a actuellement, l'ANSES. Et, petite précision qui est quand même assez importante, c'est que si elle a d'autres informations qui arrivent sur cette molécule en cours de route, elle peut refaire une étude sur cette molécule, et une molécule pertinente peut devenir non pertinente, et inversement, une non pertinente peut devenir pertinente. Donc voilà, c'est d'où des va-et-vient dans la réglementation qui peut paraître compliqué et on va dire inconfortable en tant qu'ARS ou en tant que collectivité. Donc, on va continuer sur. On a fait un petit bilan qui est concernant les pesticides en région Centre-Val de Loire. Alors, toutes ces données sont sur le site de l'Agence régionale de santé, hein, aussi bien sur les pesticides que sur les PFAS. Hein. Donc, si on se focalise sur le petit tableau, vous voyez 2021, on va se focaliser sur le Cher, mais c'est à la même chose. On pourra décliner ça sur les autres départements. En 2021, on avait 21 collectivités, je vais faire simple, 21 collectivités ou syndicats qui étaient impactés par une molécule de pesticides. C'était les amétolachlore. Mais en 2022, l'ANSES nous a dit, ah ben non, elle est plus pertinente, elle est non pertinente. Donc, on est tombé à zéro. C'est pour ça qu'en 2022, pouf, on est devenu, on va dire parfait, dans le chèque. Voilà. Mais en 2022, je vous ai dit qu'on a commencé, mais en 2023, pardon, excusez-moi, on a commencé à rechercher donc le chlorothalonil et la chloridazole, et pouf, et ben en 2027, on était mauvais. Donc, il y avait 27 collectivités ou PCI ou syndicats dont on détectait des valeurs du chlorothalonil supérieures à la norme.
Mais en 2024, vu que le chlorothalonil est devenu non pertinent, on va avoir cette valeur qui va diminuer de façon drastique. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des yo-yo. Je sais que c'est un peu, ça peut être compliqué à comprendre, mais d'où cette problématique de yo-yo entre non-conformité qui passe d'une vingtaine à zéro ou à beaucoup moins. Donc pour la région Centre-Val de Loire, on avait en 2023 presque 60% de la population qui était alimentée par de l'eau conforme aux limites de qualité, 5%, presque 6% qui avait fait l'État, qui était alimenté par de l'eau avec un dépassement ponctuel, c'est-à-dire que ponctuellement, on avait un pesticide qui dépassait la norme. Et puis presque 40% qui, qui était alimenté par une eau par une eau qui avait présenté des dépassements récurrents, c'est-à-dire qu'on avait tout le temps plus de 30 jours dans l'année avec des dépassements en pesticides. Voilà. Et puis après, c'est ce que je vous expliquais, hein, une forte augmentation due à la recherche de nouvelles molécules dont notamment le chlorothalonil, c'est un fongicide, oui, c'est bien de le préciser, qui avait été interdit depuis 2020. Donc ça fait pas si longtemps que ça qu'il avait été interdit, qu'il avait été interdit. Donc on risque d'en retrouver encore un petit peu, quoi. Et puis, il y a également d'autres dépassements récurrents, notamment pour d'autres molécules comme l'atrazine et la chloridazole. Voilà. Donc là, c'est ces cartes-là qui sont accessibles sur le site de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire. Donc on voit, donc on voit dans la synthèse un peu de toutes les non-conformités en pesticides en région Centre-Val de Loire. Alors on voit que vraiment dans l'heure, voilà. C'est ceux qui sont le plus impactés. Bon, on l'était également concernant le chlorothalonil, mais je vous dis une bonne partie des petits carrés bleus, parce que le chlorothalonil R47 18 11, c'est le petit carré bleu clair, vont en grande partie disparaître. Voilà. On va passer au slide suivant. Alors, comme je vous ai dit, il y a des molécules pertinentes et les non pertinentes. Les pertinentes, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est que c'est l'ANSES qui a dit, celles-là, entre guillemets, elles sont plus dangereuses que les autres. Donc cette limite-là, elle est pour les molécules pertinentes. La molécule est en distribution est limitée à 0,1 microgramme par litre par molécule et 0,5 si on somme toutes les molécules de pesticides. Donc, si on a des concentrations en distribution inférieures à 0,1 microgramme par litre de cette molécule et pour la somme inférieure à 0,5, c'est conforme. Là, c'est la partie droite, la partie gauche de l'explicatif. Sur la partie droite, c'est si on a une molécule de pesticides pertinente qui dépasse la valeur de 0,1 microgramme par litre ou que la somme des molécules de pesticides pertinents dépasse des 0,5, on a une non-conformité due à un dépassement aux limites de qualité. Alors, on a deux situations. C'est là que ça se complique. Si cette valeur, elle est supérieure à 0,1 microgramme par litre, mais inférieure à on appelle ça à une Vmax, ou à une valeur sanitaire transitoire, c'est-à-dire à une certaine valeur, on dit qu'elle est non conforme mais qu'elle n'a pas de risque sanitaire. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de restriction. On demande à la PRPDE d'essayer de trouver des solutions palliatives, mais on ne demandera pas qu'il y ait un arrêté de restriction d'utilisation d'eau. Or, dans notre cas, si on a cette molécule qui est supérieure à 0,1 microgramme par litre et supérieure aussi à cette fameuse Vmax, là, il y aura des restrictions d'utilisation de l'eau qui devront être prononcées par le préfet. Pour information, dans le Cher, on n'en a pas. Voilà. Donc là, ça commence à devenir un peu technique et un peu pointu, mais voilà. Alors, on a la slide suivante concernant la gestion pour les molécules non pertinentes. Donc, la limite, c'est pas 0,1,
c'est 0,9. On a une action à 0,9. Donc, si c'est inférieur à 0,9 microgrammes par litre de molécules, on n'a pas, on n'a pas d'action à avoir, hein, mais bon, il faut quand même que la collectivité se renseigne, quand même, voit comment mettre en place des actions pour pouvoir diminuer cette teneur avec des leviers afin de pouvoir limiter la présence de ces pesticides et ces métabolites dans la ressource en eau. Et si c'est supérieur à 0,9 microgrammes par litre, il n'y a pas de dérogation, il n'y a pas de dérogation, mais on a un suivi renforcé. Et puis il y a des actions qui doivent être mises en place par la collectivité pour essayer de diminuer cette teneur à 0,9 microgrammes par litre. Donc voilà, c'est assez. Il faut savoir que la réglementation est toujours en mouvance sur ces gestions-là. Donc pour l'instant, c'est la gestion qui est actuelle, qui est actuellement en cours. Et voilà, à chaque fois qu'il y a une modification de la réglementation et donc une application de cette réglementation auprès des collectivités qui distribuent l'eau, l'ARS fait une information auprès de ces syndicats. Voilà. Alors, après ça, les PFAS. Donc, comme je vous l'ai dit, la réglementation oblige à ce que cette analyse soit mise dans le contrôle sanitaire au 1er janvier 2026. Mais nous, la stratégie de l'ARS a été de mettre en place ces recherches de façon progressive. C'est-à-dire qu'on a commencé dès 2024 et on va monter en puissance jusqu'en 2026. Donc, cette année, on s'est focalisé sur les installations qui distribuaient de l'eau à plus de 10 000 personnes, aux installations qui étaient à proximité d'ICPE à risque, et puis de points d'eau dont on avait l'information qu'ils étaient contaminés par la surveillance ou du BRGM ou de l'Adréal. Voilà. Donc, quand il y avait des suspicions qu'une eau pouvait être contaminée, on a mis en place ce suivi. Au 1er janvier 2025, on va inclure également toutes les installations qui distribuent plus de 5 000 habitants. Et puis, en 1er janvier 2026, il y aura toutes les installations qui seront impactées. Alors, pour information, les résultats sont transparents. Ils sont actualisés tous les 2 mois. Ils sont sur le site de l'Agence régionale de santé. Et donc, on attend un avis excusez-moi. On attend un avis du Conseil de la santé publique concernant une modification peut-être du protocole de gestion là en fin d'année. Et puis en 2025, on attend l'avis de l'ANSES avec les valeurs sanitaires correspondantes. Il faut savoir que les PFAS en distribution, c'est la limite, c'est la même que les pesticides, c'est 0,1 microgramme par litre. Voilà. Alors les résultats, donc pour l'instant, comme je vous l'ai dit, on est en 2024, donc on a testé les collectivités qui distribuaient plus de 10 000 habitants et puis quelques autres points. On n'a aucune non-conformité identifiée à ce jour, donc aucune restriction d'usage. On a des suivis renforcés, c'est-à-dire qu'on a des teneurs qui sont limites, c'est-à-dire qui sont proches de 0,1 microgramme par litre en région Centre-Val de Loire et notamment dans le Cher et dans le Loir-et-Cher. Donc on a un suivi renforcé, c'est-à-dire qu'on fait on recontrôle tous les 3 mois pour voir si on dépasse pas les teneurs. Il y a 8 ICPE qui ont été signalés par les DREAL, qui seraient potentiellement émettrices de PFAS en région centre. Et donc, des analyses ont été faites sur les captages et sur les stations de traitement qui ont été identifiées par l'ARS. Et pour l'instant, les résultats sont conformes. Il
il y a aussi d'autres surveillances qui sont réalisées par d'autres biais, notamment Veolia qui a mis en place un suivi des installations dont elle avait la compétence. Hein. Elle a eu 3 non-conformités sur 257 en région Centre-Val de Loire et dont 2 ont été résolus par interconnexion. C'était dans le 28 et dans le 45. Et donc le dernier cas a un suivi renforcé. Il y a également une étude régionale du BRGM qui a confirmé les sites qu'on avait déjà identifiés et qui sont gérés, qui sont déjà identifiés et que l'on gère. Et l'agence de l'eau qui a fait également son suivi et qui n'a pas identifié de contamination d'eau de surface ou souterraine à proximité des prises d'eau potable. Voilà. Donc pour l'instant, on va dire que c'est le début de la mise en place de ce suivi des PFAS. Et ça me paraissait important d'en parler, comme c'est quand même des produits émergents et qui passent qui passent régulièrement dans l'actualité. Donc en conclusion sur les PFAS, il n'y a pas pour l'instant, il n'y a pas de difficulté en région Centre-Val de Loire. Pas de contamination diffuse, mais il reste encore des secteurs particuliers à investiguer. Il y a un grand intérêt à ce qu'on croise les informations que l'on a, comme je vous l'ai dit, entre Veolia, le BRGM, l'Agence de l'eau, nous. Voilà, on croise les informations pour essayer d'aller chercher les points et aller contrôler les points qui seraient potentiellement à risque. Et puis surtout, on est en attente d'une nouvelle instruction de gestion des PFAS qui remplacera celle dont je vous ai présentée, qui est sortie en mars 2024 et qui voilà, donc il peut y avoir une évolution de la réglementation et de son application en 2025. Mais pour l'instant, on attend. Voilà. Voilà. J'ai vu qu'il y avait des questions, mais je disais pas, ça m'a un peu perturbée et c'est pour ça que j'ai un peu bafouillé parce que je les voyais apparaître et Merci Christelle. Bon, les questions dans le chat concernaient si est-ce que le diaporama et enfin, les supports de présentation qui sont diffusés aujourd'hui seront mis à disposition. Donc bien bien sûr. évidemment, oui, on remercie les intervenants aussi de nous les mettre à disposition. Vous les retrouverez sur les sites des sages et donc un mail vous sera fait avec les liens. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions précises en lien avec l'intervention de Christelle. Magali a mis dans le chat donc le lien vers les résultats, c'est ça, les surveillances qu'évoquait Christelle Rayard. Bah, c'est super. Merci Magali. Euh, Anne-Marie ou Jacques Lamy, une question, allez-y. Oui, Christelle n'a pas pu répondre, je vais envoyer une question. Depuis quand l'atrazine est interdite en fait? Parce que c'est étonnant Ah, qu'on la retrouve encore. Et oui. puis accessoirement, félicitations parce que c'est quand même un boulot qui est loin d'être simple apparemment. Oui, oui, c'est loin d'être simple et ça le sera d'autant moins, d'autant plus plutôt, je vous dis, c'est que on va, et c'est souvent ça qui est un peu pas incompréhensible, mais les gens ont du mal à comprendre, c'est que on ressort de nouvelles molécules et de nouvelles molécules qu'on va, un coup ça va devenir pertinent, un coup ça va devenir non pertinent. Il peut y avoir une incompréhension on va dire, du commun des mortels à comprendre la gestion de ces molécules. Je sais plus l'interdiction. Je suis en train de chercher, mais je crois que c'est pas dans les années 80 l'interdiction de l'atrazine. Dans le 2001. chat, voilà, dans le chat, 2001. les spécialistes nous évoquent 2003 ou en tout cas plus de 20 ans dans le chat. Voilà. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est que l'annonce de l'interdiction, elle a été faite en octobre 2001 et une fin d'utilisation en 2003. Voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué à comprendre et voilà, le fait de switcher en pertinent, non pertinent, là, c'est pas parce qu'une molécule a été classée, c'est pas définitif. Son classement n'est pas définitif. Oui, tout à fait.
Tout à fait, Xavier, il dit on retrouve plus la molécule d'atrazine en tant que telle, mais ses dérivés, les métabolites. Donc en fait, les métabolites, je ne l'ai pas précisé, mais c'est la dégradation de la molécule mère en molécule, on va dire fille, avec ses interactions, avec tout ce qu'elle peut avoir en percolant quoi. Anne-Marie, Jacques Lamy? Ouais, on peut rappeler combien de molécules on produit actuellement dans le monde? Je crois que c'est autour de 8000, non? Et combien en recherche l'ARS? Un peu plus de vers 300, environ 300. Voilà, sur plus, un certain nombre de milliers. Oui, l'inconvénient c'est que tout ça, ça a un coût aussi. Hein. Il faut le dire auprès des collectivités. Les analyses d'eau sont quand même. Alors nous, on a un marché. Hein. On a un marché avec un laboratoire, donc déjà on a des prix préférentiels. Mais après, on se focalise sur les molécules, on va dire dangereuses, et on essaye de faire au mieux avec les connaissances actuelles et de se focaliser sur des molécules qui sont voilà. Donc, on fait au mieux en fonction de, économiquement parlant, pour les collectivités, que ce soit tenable. On a une question dans le chat et puis après, je pense qu'on pourra passer à la deuxième intervention. Donc, y aura-t-il une évolution de la réglementation des suivis de rejet, notamment des ICPE, des installations classées pour l'environnement, de sorte que les seuils de détection des analyses concernant les PFAS soient de l'ordre de 30 nanogrammes par litre, puisqu'aujourd'hui, on travaille plutôt sur des détections à 100 nanogrammes par litre. Et une petite précision, donc il existe 9000 molécules de PFAS, dont 20 sont classées pertinentes par l'UE. Donc, est-ce qu'il y aura une évolution de la réglementation? Pour les PFAS, concernant les PFAS, ouais, c'est ce que je disais. Hein. Donc on va avoir un document qui devrait sortir là. Mais alors après, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Voilà. Tant qu'elle ne s'est pas sortie, je ne m'avancerai pas sur le dossier. Mais oui, il y a des évolutions, il y en aura de toute façon. Oui, bonjour. Je peux poser une question? Moi, je voulais Allez-y. savoir, parce qu'on parle d'une molécule, mais je voulais savoir l'effet cocktail en fin de compte. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça en fin de compte. Il y a un effet certainement plus de molécules. On va certainement avoir un effet cocktail aujourd'hui sur lequel on n'a pas de prise. Et c'est ça qui est intéressant, qui peut être aussi aujourd'hui multiplié par le nombre de véhicules et peut se retrouver pertinent dans un cocktail en fin de compte. Et là, Oui. on n'a pas cette recherche-là aujourd'hui. Et quand est-ce que ça va s'arrêter ici? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Parce qu'on continue à produire, on continue, et quand est-ce que ça va s'arrêter? Voilà. Alors, la réglementation, comme je l'ai dit, hein, elle se limite, il y a une limite par Ouais. paramètre, mais aussi par la somme. Hein. Donc, quand ça dépasse sur une molécule, c'est non conforme, et sur la somme également. Après, les effets cocktails, je suis d'accord avec vous. C'est ça qui est le plus difficile à percevoir et à ce que l'ANSES puisse percevoir. Et quand est-ce que ça s'arrêtera? Mais je pense jamais, Monsieur Stocker, parce que de toute façon, une molécule va être interdite, mais il y en a une autre qui va être créée, je suppose. Donc, on est en perpétuelle situation complexe, on va dire. C'est quand même grave, à mon avis. Oui, mais l'inconvénient, c'est que je pense que Ouais. là, On va pas entamer le débat, on va pas entamer le débat. ouais, donc c'est pas là, c'est un état de fait que je vous donne, mais là, moi, l'ARS ne peut que être là pour contrôler et garantir la bonne qualité de l'eau des administrés. Après, on n'est pas sur la bonne agence hein, voilà, c'est pas moi qui pourrait faire changer les choses. Voilà. Voilà. On a une question très précise dans le chat sur le TFA. Donc, je suppose que c'est une molécule. Est-ce que le TFA, qui a été récemment classé CMR par l'Union européenne, est-ce qu'il est recherché? Alors, c'est l'acide trifluoroacétique. C'est ça, c'est l'acide trifluoroacétique. Alors, faut savoir que c'est un PFAS à chaîne courte. Actuellement, les PFAS qui sont recherchés, c'est des PFAS à chaîne longue. En gros, c'est des grosses molécules. Et l'acide trifluoroacétique, en fait, c'est une molécule, c'est un métabolite hein, d'un PFAS. Hein. Et pour l'instant, non, elle n'est pas suivie, elle est pas contrôlée, elle n'est pas sous le contrôle sanitaire. Peut-être que ça va arriver, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est pas fait. C'est quand même tout nouveau, hein, donc voilà. Très Mais je bien. pense que elle a été intégrée dans l'étude dans l'ANSES. Je pense que ça risque d'émerger. Bien, merci.
Il reste une question dans le chat d'ordre politique, donc je ne sais pas si vous avez une réponse à apporter les uns ou les autres, mais du coup la question posée c'est le monde agricole demande à ce que l'ANSES passe sous autorité politique. Est-ce que on a une information sur où en est le transfert de l'ANSES, j'imagine, vers autre chose que sa forme actuelle? Je ne sais pas. Non, non. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Christelle. Je vous Oui. propose de passer. Je précise une petite chose, surtout n'hésitez pas à vous diriger vers vos ARS départementales, des différents départements et mes homologues, bien sûr, apporteront des éléments complémentaires le cas échéant. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Christelle. Euh, eh bien, on va prendre un exemple de collectivité qui manie un outil technico-administratif sur un captage, et qui a accepté de témoigner sur cette thématique. Je vais essayer de partager mon écran. Je suis désolée, je suis pas très. Je le retrouve pas. Je vais le retrouver. Donnez-moi 30 secondes. Ah, voilà, je pense que vous voyez le diaporama. Donc, on accueille la communauté de communes autour de Chenonceau-Bléré Val-de-Cher, donc autour du captage de l'air Penty. Je vous laisse la parole, Thibaut. Bonjour à tous. Du coup, Thibault Le Sur, je suis technicien au sein du service eau et assainissement à la communauté de communes autour de Chenonceau-Bléré Val-de-Cher. Donc, déjà, juste pour mettre dans le contexte, la communauté de communes, c'est un territoire qui regroupe une quinzaine de communes en Indre-et-Loire. Notre territoire fait à peu près 22 000 habitants et c'est un territoire semi-rural. Et on fait partie des communautés de communes qui ont pris les compétences eau potable et assainissement depuis le 1er janvier 2020. Voilà, donc pour vous remettre le contexte un petit peu territorial. Après, là, un petit retour d'expérience qu'on nous a demandé, donc c'est par rapport au contrat territorial sur un de nos captages qui est l'Herpenty. Donc, l'aire d'alimentation de captage de l'Herpenty fait environ 1500 hectares et l'occupation des sols, c'est principalement agricole parce qu'il y a à peu près 70% de la surface de l'aire de captage, c'est de la surface agricole. Et c'est réparti sur 26 exploitations, mais sur ces 26 exploitations, on a surtout une dizaine d'agriculteurs qui regroupent une grosse partie de cette SAU. Et le captage Arpenty est pour nous une ressource importante puisque elle représente sur les 370 000 mètres cubes à peu près prélevés pour alimenter la commune de Bléré, qui est la commune centre qui fait un peu plus de 5 000 habitants. Il y a 134 000 mètres cubes qui sont prélevés dans ce captage. Voilà. Donc pour vous faire l'historique un petit peu sur l'émergence du contrat territorial, il faut savoir que le captage a été classé, donc captage stratégique prioritaire en 2010 pour un dépassement surtout de la norme nitrate. Et après, il y a la partie aussi pesticides qui a été recherchée parce qu'on est concerné, nous, sur le captage, notamment par l'atrazine dont on parlait tout à l'heure et ses métabolites. C'est les principaux pesticides qu'on retrouve sur ce captage. Donc, par rapport au classement de ce captage en 2010, il y a un diagnostic territorial qui a été mené à l'époque par la commune de Bléré, pardon, qui était compétente en matière de gestion d'eau potable, et la Chambre d'agriculture. Donc ça a été fait en 2011, qui aboutit à la signature du premier contrat territorial en 2012. Il a été signé au départ pour 4 ans et il a été prolongé d'une année en 2016. Suite à ça, il y a eu un bilan qui a été effectué du premier contrat territorial par un bureau d'études et ça aboutit à la signature d'un nouveau contrat en 2019, donc toujours entre la commune de Bléré et différents acteurs, et là pour 6 ans. Donc là, on arrive à la fin de ce deuxième contrat territorial, on est dans la phase bilan actuellement. Et du coup, nous, la communauté de communes, on a récupéré
la partie portage du contrat territorial au 1er janvier 2020, comme on est devenu compétent en matière de gestion d'eau potable. Voilà. Et du coup, le contrat territorial a été mis en place pour une reconquête de la qualité de l'eau, donc notamment par rapport à la problématique nitrate. Le nouveau contrat qui a été signé en 2019 et qui porte jusqu'à 2024, donc jusqu'à la fin de cette année, il est un peu particulier puisqu'il est porté aussi bien par une structure, la communauté de communes, donc qui est compétente en matière de gestion d'eau potable, et la chambre d'agriculture. Donc il y a deux porteurs. Donc la communauté de communes est vraiment porteur de projet plus d'un point de vue politique, et la chambre d'agriculture fait de l'animation de ce contrat territorial. Et les principaux objectifs du contrat qui a été signé en 2019, c'est principalement donc réduire les transferts d'azote vers la nappe parce qu'on a un dépassement de la norme nitrate en eau brute. On a un accompagnement aussi des exploitants agricoles dans les pratiques qu'ils vont mener, et c'est aussi mettre en relation l'ensemble des acteurs pour qu'il puisse y avoir une démarche et une communication entre tout le monde. Le, 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 comment dire, la chose intéressante, c'est vraiment enfin, l'ancienneté, entre guillemets, du contrat territorial, et le fait que les, tous les acteurs se soient mis dès le classement du captage en 2010, se soient mis en relation pour pouvoir mettre en place des actions concrètes sur le terrain. Et du coup, nous, les principaux euh, acteurs sur le terrain sont les agriculteurs dans les démarches qu'ils vont mener et les échanges. Alors, du coup, on va dire pour le suivi et puis la vie du contrat territorial, il y a déjà enfin, il y a des outils de coordination qui sont mis en place. Déjà, il y a un COPIL qui est réuni au moins une fois par an avec les différents acteurs. Donc, ça va être les services de l'État, la communauté de communes, la chambre d'agriculture, les agriculteurs qui sont représentés par un comité technique agricole qui est notamment réuni qui fait des réunions de travail avec la chambre d'agriculture pour tout ce qui va être pratique mise en place sur le terrain. Donc, comme je vous le disais, la principale problématique, nous, c'est les nitrates et aussi des dépassements sur les pesticides. Et du coup, il y a pas mal d'actions qui sont menées sur le terrain avec des échanges et des retours d'expérience. Et tout ça fonctionne plutôt bien. On a des agriculteurs qui sont investis dans la démarche. Et du coup, il y a aussi des visites de terrain qui sont menées avec les élus pour leur montrer justement ce que les agriculteurs peuvent mettre en place sur le terrain dans le cadre de ce contrat territorial et des actions qui sont menées. Et du coup, quelques exemples en fin de compte d'actions qui sont menées dans le cadre du contrat territorial, ça va être le financement de reliquats d'azote, notamment en sortie d'hiver. Par exemple, ça va être pour adapter au mieux l'apport sur les parcelles et éviter le transfert des nitrates vers le captage. Ça va être l'aide à l'achat de couverts végétaux, ça va être la réalisation de diagnostics directement des exploitations agricoles avec les agriculteurs pour voir quelles sont les actions qui pourraient être menées pour toujours avoir une démarche en fin de compte d'amélioration continue. Et ça va être aussi, par exemple, la plantation de haies ou le développement de bandes enherbées sur des secteurs qui sont appropriés, près de cours d'eau ou autres. Là, actuellement, donc on arrive à la fin de ce deuxième contrat territorial. Donc, il y a une étude qui est menée actuellement dans le cadre de la fin de ce contrat avec un bilan des actions qui ont été mises en place, qui ont été menées. Alors, la particularité, comme vous le savez, c'est que nous, on a repris la compétence en 2020. Il y a eu l'année Covid qui a un peu ralenti les actions. Donc, on est sur une reprise que depuis quelques années vraiment du contrat et des actions mises en place. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment ce qui a fonctionné, ce qui ne l'a pas aussi. Donc là, on devrait avoir normalement en début d'année prochaine un petit peu tous ces retours et pour pouvoir potentiellement construire un nouveau contrat territorial pour inclure la partie aussi des pesticides et des PFAS qui ont été abordés avant pour toujours essayer d'améliorer la ressource en eau et préserver cette ressource qui est pour le secteur importante, donc pour l'alimentation de la commune de Bléré. Voilà, donc pour info, nous, le coût estimatif sur ce contrat territorial, c'est à peu près 150 000 euros.
avec des aides donc de l'Agence de l'eau, un financement de la Chambre d'agriculture et de la communauté de communes pour la réalisation des différentes actions menées. Voilà donc ce que je peux vous en dire. Après, je ne sais pas si vous avez des questions particulières sur le contrat. Alors moi, je pourrais plus vous apporter des réponses plutôt sur le contrat en lui-même, parce que sur les animations qui sont réalisées, j'aurais des éléments de réponse, mais c'est surtout la Chambre d'agriculture qui malheureusement n'était pas disponible aujourd'hui, mais qui s'en excuse, qui pourrait apporter des éléments de réponse. Oui, on a une question de Jacques Lamy. Oui, une question toute simple. Après 10 ans de contrat territorial et apparemment il y en a un troisième qui se prépare, quels sont les résultats? Est-ce que les taux de nitrate ont baissé suffisamment? Est-ce qu'on est descendu sous les 50 milligrammes? Où est-ce que vous en êtes? Alors, ce suivi, du coup, on le réalise. On a ce qui est un peu, en termes de résultats, là, on arrive sur une stagnation du taux de nitrate dans l'eau. On est à peu près à 60 microgrammes milligrammes par litre. Il n'y a pas de diminution et c'est un peu frustrant pour les acteurs justement sur le terrain, parce qu'on a amené aussi d'autres études en parallèle et il s'avère que l'âge de l'eau estimé dans cette ressource est d'une trentaine d'années à peu près. Donc, c'est-à-dire que les actions qui vont être menées là actuellement, même d'il y a 10 ans, on verra les répercussions que dans 10 ou 15 ans sur les prélèvements. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important de mettre, enfin, pour moi, des actions qui sont importantes à mettre en place parce qu'on n'a pas un résultat qui va se faire dans l'immédiat, mais dans plusieurs années. Après, ça dépend de la vulnérabilité, de la ressource et du retour du retour. S'il peut y avoir certaines ressources qui vont être on va dire assez réactives en termes de réaction aux actions mises en place et puis d'autres ça va être un peu plus long et nous c'est le cas là sur une étude d'hydrogéologue qui a été menée où on s'est rendu compte qu'il y avait un âge de l'eau qui était de 30 ans. Et alors, comment vous faites pour la distribution de l'eau si vous êtes au-dessus de la norme? Alors, on a, nous, une dilution qui se fait parce qu'on a plusieurs prélèvements de ressources sur la commune de Bléré. Donc, on a le captage, on a aussi un forage au Cénomanien et deux autres forages dans la craie du Cénoturonien. Donc, enfin, en gros, le mélange de ces différentes qualités d'eau. Puis, on a un traitement spécifique sur l'Herpentis au filtre à charbon actif qui permet d'avoir d'avoir une eau conforme en termes de distribution par rapport à l'eau potable. Avec le coût qui va avec. Avec exactement le coût qui va avec, qui est assez onéreux. Ah oui, on est à combien au mètre cube là, chez vous? Le prix de, bah après le prix de l'eau, nous, c'est un lissage qui est en train de se faire sur la durée. Là, par exemple, sur Bléré, on a un 1,52 € du mètre cube en part variable, sans compter l'abonnement. Donc après, c'est Pardon, hein, le filtre à charbon actif, c'est pour le volet atrazine que vous évoquez ou ça aide aussi pour les abattements de nitrate? euh, non, ça n'a aucun effet. Le filtre à charbon actif, c'est vraiment pour les polluants. Ça, je pense que l'ARS pourra sûrement peut-être expliquer mieux que moi. Mais en gros, c'est pour capter tout ce qui est polluant, pesticides notamment, sur la ressource. Et ces équipements-là, effectivement, sont très onéreux et il faut avoir un renouvellement assez régulier. Alors pour information, hein, ça dépend du charbon. Hein. Ça dépend de la molécule de pesticide qu'on veut traiter. C'est du charbon en poudre, c'est du charbon en grain, c'est du charbon en... Voilà, ça dépend. Le traitement est différent. Oui, pour le charbon actif, pour les pesticides, mais ça dépend sur quelle molécule on veut abattre. Et voilà. Il faut savoir aussi que le charbon actif, il pourrait être performant aussi sur les PFAS. À voir, à suivre. Merci. Bah, il n'y a plus d'autres questions, je pense, pour ce retour d'expérience. Merci beaucoup, Thibaut. Et justement, je pense qu'on va reparler charbon actif avec un autre retour d'expérience de l'agglomération de Bourges Plus. Euh,
en tout cas, heureusement que ces outils technico-administratifs existent aussi dans le cadre de ces contrats de captage. On voit la nécessité de l'accompagnement, en tout cas, avec un. Enfin, moi, je suis impressionnée par l'âge de l'eau, et du coup, c'est assez compliqué de se projeter, quoi. Je vais laisser la main à Magali. Est-ce que tu veux, Magali, diffuser toi-même ton diapo ou je le fais aussi? Je vais essayer. Alors, écran 1, écran 2, écran 3. Est-ce... Non, ça ne doit pas être ça. Euh, hop. Ah, et je suis pas non plus hyper calée. On voyait ton diapo, mais en mode Tout petit, pas oui, c'était pas présentateur, mais du coup, voilà. Mais là, très mal. si tu le mets si tu cliques sur diaporama, je pense qu'on va le voir en grand. Ah, est-ce que si je fais ça, vous le voyez? Non, vous voyez Non, pas la bonne Non, chose. faut que tu ailles dans diapositive, je pense, non? Vous le voyez pas là? Oui, mais on le voit pas en mode écran plein. Ah, j'ai pas fait le bon partage de la bonne chose. Là, on le voit plus, par contre. On Oui, voit oui, plus que oui, toi. j'ai changé le partage. Et là, toujours pas? Ah, c'est bon! C'est bon ou pas? Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. c'est Change parfait. rien. C'est Ok. bon. Félicitations. Merci. Du coup, Magali Santini, responsable du service protection de la ressource et production d'eau potable. Et donc, bon, je vous regarde pas, mais c'est parce que l'écran est là. Et donc, en fait, on a plusieurs champs captants avec des problématiques très distinctes par champ captant. Donc, je vais simplifier le discours parce que parfois on a plusieurs problématiques. Mais du coup, je vais vraiment vous exposer les défis qu'on a aujourd'hui sur le territoire de l'agglomération de Bourges, plus particulièrement lié à notre production. Donc, on produit 90% de ce qui est distribué, le reste étant acheté à des syndicats d'eau potable. Et donc, je vais commencer juste par vous rappeler le contexte, puis les problématiques rencontrées par champ captant. Donc, on a 4 champs captants et une problématique particulière sur chacune d'entre elles. Et ensuite, les actions que nous avons menées à court, à moyen et à long terme. Donc, on est une agglomération d'un peu plus de 100 000 habitants, comptant 17 communes, avec un noyau de plutôt de villes, avec du coup une forte densité de canalisation. Donc, Bourges, Saint-Doulchard et Saint-Germain-du-Puy. Et ensuite, avec des communes qui sont plutôt rurales, avec semi-rurales pour Mehun-sur-Yèvre. Donc, on a plus de 1 000 kilomètres de réseau. On a une production qui va quand même à 6 millions de mètres cubes produits par an. Et on a un rendement qui est très correct pour ce type de, de configuration de réseau et qui est à 80% environ. On a par contre plusieurs UDI, donc unités de distribution, qui sont matérialisées par des couleurs dans notre rapport sur la qualité de l'eau annuelle. Donc on va en avoir particulièrement celle où on produit, c'est la rose, la verte et la violette, les autres étant soit mélangés avec les syndicats, soit uniquement produits par les syndicats. Mais en termes de population, ça reste la majorité de la population de l'agglomération qui est alimentée par une eau que nous produisons. J'ai mis à titre informatif, je ne vais pas vous le détailler ici, mais ce que nous affichons dans notre rapport, donc on a notre synoptique et notre répartition. Donc on va avoir 4 unités de production. Est-ce que j'ai moyen de vous mettre un curseur? Oui. Alors du coup, on va avoir notre champ captant principal qui couvre 37%, qui est le champ captant de Héry, donc qui arrive de loin au niveau de la Loire. On a un champ captant au niveau de la commune de Bourges qui est le Porche, avec 4 forages différents qui se comportent un peu différemment chacun. On a Saint-Ursin qui se trouve à Bourges et le Prédé qui est petit que nous voyons ici et qui lui se trouve à Saint-Doulchard. Et après le reste, nous achetons. Donc oui, c'est pas 10%, c'est 15% que nous achetons et ça va en diminuant au niveau de la part du SMAERC. Doucement, hein, parce que
Voilà. Euh, donc là, je vous ai mis la localisation des captages. Donc vous voyez, on en a 3 en local qu'on arrive à gérer plus facilement. Et on en a un qui se trouve du coup sur une île située sur la Loire. C'est celui d'Héry. Donc j'ai commencé par celui d'Héry, qui est celui avec la meilleure qualité d'eau, parce qu'en fait, au moment de la création du champ captant d'Héry, la réserve naturelle s'est construite de manière coordonnée. En fait, ça arrivait à peu près au même moment. Et donc, on a 3 puits Hadrin rayonnants qui se trouvent sur l'île. Et on a notre station qui est à l'abri des inondations, qui se trouve derrière la digue. Et donc, la réserve naturelle, c'est à l'est de la digue. Et cette réserve naturelle a le bon côté de préserver notre ressource. C'est une ressource qui est de qualité. Alors, on a des traces de temps en temps de certaines molécules, mais c'est vraiment infime comparé à un contexte agricole ou industriel, comme on va le voir plus tard. Et le inconvénient, entre guillemets, c'est que dès qu'on y fait des travaux, bien sûr, vu que nous sommes en réserve naturelle, nous sommes soumis à toutes les contraintes environnementales. Et le problème majeur que nous ayons en termes de qualité ce champ captant est historique et il s'agit des crues de la Loire qui augmentent la turbidité au niveau des captages. Donc, c'est un captage qui a une bonne ressource qui nous permet de diluer les autres ressources de chez nous. Euh, et qui permet aussi de faire un complément en termes de quantité, qui permet de ne pas exploiter au maximum. À l'heure actuelle, en termes de qualité, nous ne pourrions pas. Euh, S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Ensuite, on a un deuxième champ captant qui se trouve être le champ captant du Porche, qui se trouve, si vous reconnaissez certains, le lac d'Oron au niveau de la commune de Bourges. Il est juste au sud du golfe. Et en fait, vous voyez ici les périmètres de protection et j'ai laissé les isochrones qui en fait montrent également que l'aire d'alimentation de captage va bien plus loin. Et donc, on a des programmes d'action dans les périmètres de protection, mais aussi au niveau de l'aire d'alimentation de captage avec un contrat territorial, même outil qui nous a été présenté précédemment. Et donc là, on est vraiment dans un contexte agricole avec une nappe calcaire qui est captée, mais qui est en relation avec la vallée de l'Oron. Et donc, on a une connexion avec les alluvions de l'Oron et aussi tous les coteaux calcaires agricoles. Et là, historiquement, on avait des problèmes de concentration en nitrate et des pesticides, des métabolites de pesticides. Donc, on avait les dérivés de l'atrazine, mais aussi étofumésate, métolachlore et métazachlore. Et puis, ben, nouvellement, on regarde tous les mois la concentration des polluants émergents et on a une problématique de chloridazone d'esphényl principalement. Et on retrouve aussi du méthyldeспhényl vu qu'il est lié et du chlorothalonil non pertinent, mais que nous avons en quantité aussi au niveau du porche. À l'heure actuelle, on effectue des dilutions avec l'eau d'Héry. On aimerait bien moins puiser à Héry parce que c'est une eau qui coûte 3 fois plus cher. Et puis que c'est pas notre bassin versant aussi, hein, voilà. Mais à l'heure actuelle, avec ces nouvelles molécules, ça remet en cause le projet de diminution des dernières années où on voyait qu'on diminuait progressivement la dilution avec les eaux d'Héry. Et est-ce qu'on va avoir de nouvelles problématiques avec les TFA ou avec les autres molécules? Ça, on ne le sait pas encore. On essaye d'être proactif avant que la réglementation nous arrive dessus, de trouver des laboratoires qui sont capables d'analyser ces molécules. Mais comme l'avait dit Madame Raillard, c'est pas évident des fois de trouver. Donc on est en cours. Et enfin, non pas enfin, on a Ceinture 5 qui est le troisième champ captant chez nous, qui se trouvait à l'époque dans un contexte industriel et agricole dans les années 50 au moment de la création des captages et progressivement une zone industrielle s'est modifiée en amont et donc on a des problématiques historiques de COHV, de composés organiques halogénés volatiles ponctuelle en termes de bactéries et de turbidité. Et aujourd'hui, on surveille le chloridazone d'esphényl et le chlorothalonil en plus, mais on a moins de problématiques qu'au Porche.
Et la plus grande difficulté avec ce champ captant, qui à terme sera substitué avec un nouveau champ captant, c'est qu'il n'est pas protégeable, ou il est très très difficilement protégeable des pollutions de type accidentel. Aujourd'hui, un accident industriel, on n'est pas sûr d'être prévenu à temps. Donc ce champ captant, à terme, il n'est pas censé rester pour cette raison-là. Mais à l'horizon 2030, le temps qu'on fasse l'autre champ captant qui sera ici. Voilà, un peu en amont, donc on s'extrait de la pollution industrielle, mais pas forcément de la pollution agricole. Et notre dernier champ captant, qui lui a un contexte, il est à l'aval de Bourges. Et donc là, nous, la problématique principale qu'on avait, c'était la turbidité, parce il capte les alluvions de la vallée. Mais la problématique émergente que nous avons, c'est sur les PFAS, où nous sommes en termes d'eau brute aux alentours des 100 à, on a eu des pics à 160 nanogrammes par litre, donc au-dessus de la limite de qualité. Donc cette eau est déjà diluée, et donc en la diluant avec Saint-Ursin et Héry, on arrive à des taux inférieurs à la limite. Et là, on est en train de revoir toute l'exploitation pour être sûr que ces 100 nanogrammes par litre soient maintenus en toutes circonstances. C'est-à-dire, on est en train de revoir les débits, la régulation qu'on a pour la dilution. Alors, en termes d'action, on a plusieurs difficultés. Là, ce dont on peut vous parler, c'est un, l'acquisition de la donnée. On a un plan de surveillance de la qualité des eaux qui a fait x10 en un an et demi, là, en termes de budget pour arriver à regarder toutes ces nouvelles molécules parce qu'on a besoin de compléments au programme de l'ARS parce que l'ARS a tendance à faire l'eau distribuée, mais comme nous, c'est un mélange complexe d'eau brute, on avait besoin d'avoir plus de données, nous, sur l'eau brute. Donc on a 16 points, dont les achats d'ailleurs au syndicat, de surveillance aujourd'hui, avec une liste de molécules qui s'est grandement allongée, donc avec tous les métabolites de pesticides, et on essaye de faire 50 PFAS, dont 20 pertinents, mais suivant les laboratoires et donc les personnes les laboratoires qui gardent qui gagnent le marché, là on est retombé à 21, je crois, parce que le laboratoire qui a eu le marché n'était pas capable d'en faire davantage. Donc on a une enquête sur les PFAS en parallèle. Euh, D'abord, on a défini quel type de PFAS sont rencontrés à chaque captage. On a défini les groupes d'usage par PFAS parce que c'est quand même 9000 molécules. Bon, on les a pas tous regardés, mais ils sont pas utilisés tous euh, dans les mêmes groupes. Enfin, je sais pas comment expliquer. Certains de l'industrie, d'autres de l'agricole, d'autres les deux, l'anti-incendie, etc. Ensuite, on a défini un ordre de priorité d'enquête parce qu'en fait, les PFAS, on en retrouve partout, sauf à Héry, je crois. Et donc, on s'est concentré sur les PFAS qui dépassaient les 30 nanogrammes par litre en priorité 1, les 10 nanogrammes par litre en priorité 2, et puis ceux dont la détection se faisait sur plusieurs champs captants, c'est-à-dire qu'on avait une pollution vraiment diffuse. Euh, on avait aussi défini les entreprises potentielles qui pouvaient utiliser des PFAS, mais on s'est rendu compte assez vite que on n'aurait pas la possibilité d'avoir accès à des données suffisamment précises, vu que nous, on est de l'ordre du 100 nanogrammes par litre, et puis la détection de chaque molécule, c'est entre 10 et 30. Et sur une eau qui n'est pas une eau potable, et c'est une des principales difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est que les seuils dans l'eau claire, c'est-à-dire dans l'eau de sortie de station d'épuration ou dans l'eau des rejets d'entreprise, c'est supérieur à 100 nanogrammes par litre. Sauf que nous, 100 nanogrammes par litre, c'est déjà trop. Il faudrait qu'on sache qui nous fournit 10 nanogrammes, 30 nanogrammes, etc., etc. Alors, sachant qu'on ne récupère peut-être pas tout ce qui est rejeté, mais voilà. À l'heure actuelle, les seuils de détection dans les eaux claires qui ne sont pas potables, donc voilà, les eaux de rejet, ne sont pas suffisantes pour nous qu'on termine cette enquête et qu'on puisse voir quelle est la réelle origine
et ben, ne pas embêter les entreprises si ce n'est pas nécessaire en fait. Donc on en est là pour l'instant, d'où ma question tout à l'heure sur l'évolution de la réglementation ICPE. Mais pas que. On a du coup demandé aux laboratoires de la région quand est-ce qu'ils auraient la possibilité de faire à des seuils plus étroits. Le laboratoire Carso est en cours, en train de le faire. Eurofin a un peu d'avance là-dessus. Et un laboratoire aux Pays-Bas, parce qu'on s'est renseigné, il y a des entreprises qui travaillent avec un laboratoire aux Pays-Bas pour avoir des seuils de 10 nanogrammes par litre sur les eaux de rejet. Donc, est-ce que cette technique va se généraliser? C'est ce qu'on espère pour pouvoir terminer et puis gérer les PFAS à la source. Voilà. Même si la source risque d'être diffuse, mais au moins viser les molécules de PFAS les plus pertinentes à viser. Et enfin, en termes de financier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le plan de surveillance a coûté ben, de l'argent, hein, on a fait x10, chose qui était une volonté de nos élus et donc nous avons maintenu et ça sera maintenu pour l'année prochaine. Et pour le coup, pour l'enquête sur les PFAS, tout s'est fait en interne, on a pris un stagiaire et aussi on travaille à temps masqué en parallèle des autres projets. Pour les actions à court terme, donc pas de prospection, hein, mais vraiment à court terme, on a joué sur les dilutions. Donc on est en train de mettre en place un plan de dilution par ressource. Et c'est pas évident parce comme on a des pompes qui sont déjà enfin prévues pour un certain débit et des régulateurs à d'autres débits, ben en fait, au vu de certains taux de dilution qu'on devrait avoir, ça améliore les choses, mais c'est pas pérenne pour certaines ressources. Donc, c'est vraiment à court terme en attendant mieux. Donc, on est obligé d'augmenter la dilution avec les eaux d'ERI concernant les métabolites de pesticides et pour les PFAS avec ceinture-sain et ERI. On a un ajustement à faire général parce que comme c'est pas une station de traitement, donc non, je ne vais pas reparler des charbons actifs parce que nous n'avons pas de station de traitement. Il faut regarder est-ce que d'un point de vue mécanique, c'est possible de modifier à ce point-là les dilutions. Donc ça, c'est un travail qui est en cours. La dilution au prédé aura lieu, enfin le plan terminé aura lieu avant fin du mois, on espère. Et puis par contre, pour le Porsche, pour lequel on a des problèmes de métabolites, ça sera plutôt premier trimestre 2025. Donc on a une augmentation non calculée mais significative hein, des prix de production parce que l'eau d'Erie, elle est traitée un, deux, voire trois fois. Oui, trois fois. Donc elle est traitée trois fois. Elle arrive de 63 km. Elle met 2 jours à venir. Donc voilà. On aimerait bien pouvoir gérer sur notre territoire. Et puis, on a aussi un plan de surveillance qui est maintenu avec des négociations de prix qui est parfois difficile avec les laboratoires vu que c'est des techniques émergentes. Donc, les prix étaient très chers. Alors, ça commence à baisser, mais au début, on s'est fait un peu peur. Et puis, des délais de réception de résultats qui sont très importants parce que les laboratoires, peu importe le laboratoire, hein, là pour le coup, sont très longs et ils ont du mal à répondre à la demande de grandissante en fait, ce qui est normal. Donc voilà. Et puis après, on avait aussi nous on a vu une petite difficulté, c'est sur la fiabilité des mesures, comme c'est des techniques nouvelles. Même s'ils ont l'accréditation COFRAC pour certaines mesures, on a quand même des doutes. On a une grande variabilité au début de la campagne, donc le premier trimestre de cette année. Moins maintenant, c'est plus cohérent. Donc on se dit que c'est aussi le temps que la technique se mette en rodage et on espère que les mesures seront considérées comme fiables l'année prochaine, par exemple. Et puis pour un ordre de grandeur, on est sur un marché alors je pense que c'était 100 000, hein, entre 80 et 100 000 euros par an. J'ai fait une erreur. Mhm. Oui, monsieur Stocker? Mhm. Non, c'est Non, non, bon. allez-y, allez-y. Et une action à moyen terme qui est menée, donc je ne vais pas revenir, c'est parce que c'est l'action qui est relativement identique. L'outil, en tout cas, c'est le contrat territorial. Donc nous, on a un contrat territorial sur le contexte agricole du Porche, qui est mené depuis 2009. Alors c'est une succession, on en est au quatrième. Cependant, au début, les phytosanitaires étaient moins visés. La problématique, c'était vraiment de baisser ce taux de nitrate. Alors
ça a relativement réussi, mais on est toujours au-dessus des 50 mg par litre pour trois de nos forages et on n'arrive pas à atteindre bien en dessous, donc c'est pas encore terminé. Mais par contre, là, on a cette problématique métabolique de pesticides qui a été beaucoup plus pris en compte dans le quatrième contrat. Et on espère que pour les prochaines molécules, parce qu'on ne peut plus agir sur le chloridazone et le chlorothalonil, je crois, ou il me semble. Et ben les prochaines, c'est quoi les prochaines? Parce que voilà, on les enchaîne a posteriori en fait. Elles sont interdites et puis après on les regarde dans l'eau. Enfin, on a toujours c'est une course effrénée entre l'utilisation et les conséquences de cette utilisation. Et enfin, on a souhaité quand même vous mettre un slide sur les actions à long terme, qui pour nous, est une vision politique qui est à soutenir. Et récemment, il y a des propositions qui ont été portées par la FNCCR, donc une association pour l'usage de l'eau par les collectivités. Donc vraiment, je vous invite à, à les rencontrer. Ils ont fait un communiqué de presse approuvé par beaucoup d'élus, donc sanctuariser les aires d'alimentation de captage avec une interdiction progressive des pesticides et engrais de synthèse. Ce sera le seul moyen de se protéger des prochaines molécules, des prochains métabolites qui vont nous arriver dessus. Renforcer le principe du responsable payeur en appliquant des redevances accrues sur les produits phytopharmaceutiques et autres micropolluants euh, accéder, accélérer la transition agroécologique en mobilisant les aides de la PAC, parce que c'est sûr que sinon, ça va juste augmenter les frais pour les agriculteurs sans proposer un modèle viable pour tout le monde, en fait. Et accompagner les collectivités face aux investissements nécessaires à la dépollution et à la protection des captages. Alors, bah, pour la dépollution, c'est... Nous, on a une vision de la gestion le plus en amont possible, c'est-à-dire si on peut, dès le rejet des personnes qui utilisent ces PFAS, si on peut le traiter à cet endroit-là, c'est mieux que de faire une station a posteriori, une station de traitement pour l'eau potable, puisqu'on ne traite pas le problème à la racine, les molécules seront toujours dans l'environnement. Donc voilà, on a cette problématique-là. Et on a aussi la protection des captages, donc avec par exemple la mise en place d'une politique, je ne sais pas, ça peut être d'acquisition de parcelles ou de mise en place de baux ruraux. Enfin, il existe plein d'outils après que je développerai pas là. Mais du coup, on a encore beaucoup de choses à faire. Conclusion. Voilà, et donc si c'est d'une voie commune qu'il faut porter, à mon sens, cette vision à long terme pour qu'on arrive à se faire entendre et qu'on arrive à donner une eau potable aux différents usagers. Voilà. Merci beaucoup. Merci Magali. Je vais... Est-ce que tu peux arrêter ouais, sauf si quelqu'un a des questions sur le diapo précisément, mais voilà, merci. Comme ça, on se voit, on voit les vignettes. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, à intervenir ou réagir tout simplement sur les éléments. Sachant qu'on reste disponible s'il y a besoin d'échanger et vice-versa, s'il y a des gens qui ont des informations là-dessus. Nous, on a essayé d'échanger avec l'Adréal, beaucoup avec l'ARS, bien sûr, avec et la DDT, avec les services assainissement, pluvial. Enfin voilà, là, on est dans la recherche de solutions. Dans le chat, il y avait un conseil sur un laboratoire qui est à même de faire les détections de TFA. Voilà, donc merci. Merci. Apparemment, le laboratoire Carso, qui a le marché avec nous, est aussi capable de faire peut-être pas tous les TFA, mais 4 molécules sur les 50 qui avaient été mentionnées dans le rapport CMR par lieu. Voilà. Je pense que les éléments étaient très riches et clairs. Donc, ils étaient clairs, donc du coup, il n'y a pas de question. Ils étaient riches. Il nous faut peut-être un petit temps d'absorption de toutes ces informations. Merci Magali. Ah oui, voilà, je vous ai fait le balayage total de la qualité de l'eau chez nous, parce qu'en fait, on a des problématiques agricoles, industrielles, donc peut-être domestiques pour les PFAS, on ne sait pas. Enfin voilà, vraiment, Vous c'est m'entendez?
Oui, on vous entend, Oui, Ludovic. Monsieur Lanouguer, donc société Monin. Oui, alors le labo, pour le labo, c'est moi qui ai mis la remarque. C'est pas un labo qui répond à des appels d'offres, hein, c'est plutôt un labo universitaire. Par contre, mes contacts à l'Office international de l'eau me disent qu'ils sont très pointus sur à la fois la liste de molécules qu'ils sont capables de détecter et les niveaux de précision en dessous desquels ils descendent. Là, vous parliez de 100 nanogrammes, pour eux, c'est énorme. Ils descendent vraiment à des niveaux beaucoup plus bas que ça, je crois 100 fois moins. Donc, voilà, ça peut être intéressant. Par contre, ça peut être une difficulté vis-à-vis de la commande publique et là, ça dépasse de très largement mes compétences. J'avais une autre remarque aussi. Vous parliez de modifier les mélanges entre le Porsche et Herry. Donc, nous, sur le site Monin à Bourges, on est directement concernés. Ce qui me préoccupe, c'est dans quelle mesure ça peut changer les autres paramètres de l'eau, en particulier sa dureté, par exemple, ou si on adoucit l'eau et on a optimisé tous nos process de façon très pointue. Donc, on pourrait être impacté par ça et avoir besoin de réajuster un petit peu des paramétrages, euh, des paramétrages en interne. Donc, je me posais la question si vous savez l'estimer aujourd'hui. Tant que le plan de dilution n'est pas acté, je vous avoue que je ne sais pas dans quelle mesure il y aura un impact, mais oui, il y aura un impact. Et d'ailleurs, lors de l'incendie qui a eu lieu en 2020, pendant 3 mois, Monin n'a été alimenté que par de l'eau d'Erie. Donc si vous n'avez pas eu de soucis entre septembre 2020, enfin Mais juin. l'eau d'Erie est moins dure que l'eau du Porsche, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Mm. C'est-à-dire que Donc, dans l'eau. ce sens-là, ça va. Ah bah donc du coup c'est bon. Parce qu'en fait l'eau du Porche est calcaire et l'eau de Héry est siliceuse. Donc elle attaque entre guillemets plus les canalisations, elle est moins enterrante. Donc si c'est dans ce sens-là vous convient, a priori ce Bah, sera ce vous type venez de de parler de changement. silice, j'y avais pas fait attention, ça me convient pas par contre. Mais bon, voilà, en fait, l'idée, bon, c'est de toute façon, on s'adaptera à l'eau qu'on reçoit, mais c'est plus, voilà, donc dans quelle mesure, à un moment donné, s'il y a des changements significatifs dans le mélange des deux, bah, qu'on soit prévenu pour nous rester attentifs et puis réadapter tout le paramétrage sur site. En soi, il n'y a pas de difficulté majeure, le tout, c'est de le voir venir. D'accord, très bien. Ben, on fait en permanence des petits ajustements de dilution, hein, ça peut changer mais quand on fera un changement significatif, donc après le plan de dilution, on vous préviendra. Je pourrais Ok, avoir votre adresse mail, s'il vous plaît. oui, je vous l'écris dans le chat. Et peut-être, du coup, les mails enfin, ou en tout cas, les contacts, ça m'évoque, j'imagine qu'il y a d'autres industries qui utilisent l'eau potable, enfin, notamment avec des traitements derrière, et du coup, ça peut impacter d'autres industriels et d'autres consommateurs. Je ne sais pas si c'est prévu dans les plans de dilution, en fait, d'avoir ces contacts-là envers les consommateurs. Quand on reste dans la réglementation en eau potable, on n'a pas tendance à faire comment dire, de communiquer. Après là, vu que c'est pour améliorer la qualité de l'eau, je pense qu'il y aura une information. Alors, sauf si arrêtez-moi, Monsieur Stocker, si je me trompe, mais normalement, il y aura une communication comme on avait fait pour prévenir, de donner des informations et puis dire où on en était. Enfin voilà. Mais à part ça, à titre individuel, les gens qui mettent des adoucisseurs sur leur eau chez eux, elles sont toujours pour une eau constante. Donc si ça change, ils sont pas prévenus. Mais on se bat contre les adoucisseurs sur les arrivées d'eau froide uniquement. Eau chaude, on comprend, mais voilà, eau froide pour le boire, on ne conseille pas. Donc toujours laisser un robinet en cuisine pour avoir de l'eau certifiée potable sans problème. Jacques Lamy a une question? Oui, c'était pour revenir sur le captage des riz, parce que bon, d'abord, c'est 60 kilomètres, donc c'est quand même loin, ça a un coût. Le Magali a dit 3 fois plus. Quand on regarde la carte, on s'aperçoit en plus que sur les trois captages actuels, il y en a deux qui sont même du côté de Nièvre, donc on change carrément de région. Donc effectivement, ça pose quand même un problème par rapport à la ressource qui est pas de la ressource locale quand même. Et puis j'ai vu qu'il y avait un quatrième en projet, Magali. Oui, tout à fait. En fait, le puits C qui se trouve au nord de l'île, en fait, l'île bouge.
Alors, la dynamique fluviale étant complexe, on s'attendait à ce qu'elle ça bouge plus vite. Ça avait été annoncé sous 10 ans, mais là, ça va faire presque 20 et pour l'instant, ça va. Mais à terme, c'est quasiment sûr que ce puissé se finisse dans la Loire. Et donc, on aura un très gros problème de turbidité, on sera plus dans les normes. Donc, ce captage-là sera arrêté. Et à la place de ce captage-là, en fait, on utilisera le puits D qui est en projet, qui est en cours là, de foration. C'est long, hein, voilà, depuis 2009, je crois, on essaye d'avoir des infos, d'y arriver, parce que ouais, il faut respecter tout un tas de procédures. Et le débit général de Eri ne changera pas. C'est pas pour une augmentation de production, c'est pour un maintien de productivité. Voilà. Oui, mais disons que ça résout pas, à terme, il n'y a pas, et Bourse Plus prévoit pas de trouver d'autres solutions que d'aller chercher l'eau aérienne. Alors, nous, si on pouvait se passer des riz, on se passerait des riz. Mais à l'heure actuelle, non, c'est pas possible. D'où le contrat territorial, les enquêtes, le plan de surveillance et on espère un renforcement politique général sur la protection de la ressource. À l'heure actuelle, la sanctuarisation des AAC, des aires d'alimentation de captage, elle n'est pas faite. Là, on essaye d'avoir une politique de rachat de parcelles à l'amiable pour essayer de sanctuariser au moins les périmètres de protection rapprochés pour le moment et à terme la AC du Porche. Et le Porche, en termes de productivité pure, donc de débit, il pourrait se passer des riz. À l'heure actuelle, c'est juste pas possible. Voilà, pour des raisons de Ah, qualité. ah oui, donc le Porsche pourrait permettre de se substituer à Eric. Après, il ne faut pas C'est une oublier question de qu'un qualité. un incendie est toujours possible, que ça a Oui, eu lieu bien en sûr. 2020. Et du coup, ben, quand le Porsche a été incendié, on était bien content d'avoir Eri et personne ne s'en est rendu compte. Parce que le temps Oui, que les assurances fonctionnent, etc., on a pu le relancer que 3 mois après. Et du coup, c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs ressources qui alimentent une même unité de distribution. Le prédé, quand on l'arrête, personne s'en rend compte. Saint-Ursin, là, on n'a qu'un forage sur deux, du coup, on dilue un peu plus avec Erie en ce moment. Bon, ben voilà, ça reste. Si on nous demande, on est transparent, mais je veux dire, les gens qui prennent de l'eau au robinet ne s'en rendent pas compte, en fait, pour oui, assurer cette continuité de service. oui, ça je comprends bien. Non, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, comme tu dis, le Porsche, la problématique, c'est la qualité. Et bon, il n'y a pas assez, à mon avis, il n'y a pas encore assez d'outils réglementaires pour arriver à vraiment obtenir que la qualité augmente avant traitement, évidemment, parce qu'on peut toujours faire des traitements, enfin, mais après, c'est les coûts qui deviennent disproportionnés. D'où le fait que nos élus sont en étroite collaboration avec la FNCCR et la ST pour essayer de faire remonter ces voies-là. Après, plus on en parle, plus peut-être ça évoluera vite, je ne sais pas, mais je suis d'accord avec vous. Oui, je sais bien la bataille que mènent les élus de Bourges Plus sur la problématique du Porsche. Je me parlais juste pour compléter sur Eri, et peut-être que dans la salle, quelqu'un a les indications, mais je crois pas avoir vu la DDT du Cher, mais peut-être que l'ARS a une vision. Il me semble que l'axe Loire est de plus en plus sollicité et qu'il y a des nouveaux forages, notamment pour la production d'eau potable sur cet axe, et que la nappe alluviale de Loire est de plus en plus sollicitée, quels que soient les départements, hein, tous les départements frontaliers de la Loire. Et peut-être que je pense que personne dans la salle n'est en capacité de répondre, mais peut-être qu'au niveau de l'établissement, comme il y a une redevance pour service rendu, on pourrait regarder effectivement si on a une augmentation comme ça des demandes pour l'eau potable au travers de la redevance. Parce que c'est, pour l'instant, je vous dis, c'est une impression. Je n'ai pas d'éléments factuels, mais ça me paraît aussi important à souligner. C'est pas juste le fait qu'on a capté ailleurs, c'est aussi qu'on capte sur une ressource qui est assez stratégique pour de nombreux collectivités frontalières. Eh ben, une D'autant qu'on dernière sait que les question, débits sont en baisse. voilà, avec toute la problématique changement climatique aussi. Exactement. Euh, une dernière intervention peut-être de Ludovic Lanoguerre et puis on Oui, donnera. merci. Vous disiez un suivi de rejet de PFAS sur les ICPE. Bon, je ne suis pas un expert de la question des PFAS, c'est pour ça que j'assiste à ce webinaire.
Est-ce que c'est pas tout type de profession finalement, je ne veux pas stigmatiser une profession, mais j'imagine par exemple, je sais pas moi, un peintre qui serait pas très délicat et puis qui rejetterait un seau de peinture dans les égouts ou qui nettoierait ses eaux d'outils, etc., pourrait finalement être, vu les concentrations en PFAS qu'on retrouve dans l'environnement, être beaucoup plus générateur de pollution qu'un gros ICPE qui serait lui pour le coup particulièrement suivi, qui aurait les capacités d'investissement dans les systèmes de traitement ou enfin, je ne sais pas si se focaliser juste sur les ICPE est une bonne idée. Alors peut-être que c'est le cas et que vous allez me contredire. Je suis tout à fait d'accord du coup avec ce qui vient d'être dit. On pense que la pollution au PFAS touche beaucoup plus que les Mm. ICPE, notamment tout ce qui est lié aux incendies, hein, c'est les aéroports, les pompiers, les choses comme ça, et puis toute la pollution domestique ou de petites entreprises, parce qu'en fait finalement on touche énormément de molécules, mais la différence c'est que les ICPE, on a les données. Enfin, on a certaines données, donc c'est les premiers qu'on commence à regarder. Mais en vrai, ça serait bien si on avait des données sur d'autres choses. C'est pour ça qu'on s'est concentré sur aussi les rejets de STEP, de stations d'épuration, qui auraient peut-être des informations à nous donner. Et puis sur tout ce qui est contrat avec les entreprises sur les rejets d'eau usée. Donc là, on a encore du champ de travail, mais on pourra jamais regarder tout le monde. Donc si sur les endroits où on enquête, on trouve déjà des choses, réglons cela. Mais après, moi, je vois pas comment il serait possible de vérifier toutes les arrivées Bah, domestiques. j'imagine qu'en parallèle de l'enquête, ce qui est quand même le mieux, on pourrait passer par les différentes représentants professionnels pour aller sensibiliser les différents industriels jusqu'au métier de l'artisanat, pourquoi pas. Et même si on n'est pas capable de regarder partout, au moins on sensibilise et c'est toujours ça de gagner, en passant par les chambres de commerce, les chambres d'artisanat, etc. C'est une bonne idée et je pense que c'était prévu dans les projets de nos élus sur la sensibilisation. Donc, Monsieur Parfait. Sauter, vous l'avez entendu? Merci. C'est à faire auprès de tous les citoyens aussi, hein. Eh bien, il n'y a plus de questions. Merci beaucoup d'avoir participé à ce clé en main. Bien sûr, donc comme ça a été dit, les présentations et l'enregistrement seront mis sur les sites internet des sages. Ça vous fera l'occasion d'aller voir nos nouveaux sites, parce qu'on vous avait dit qu'ils étaient refondus. Et du coup, voilà. Ben, ça sera mis, mais on vous enverra un mail, bien sûr, pour vous l'indiquer. Donc, merci intervenant. Bon appétit et à très bientôt pour nos travaux sur l'eau.